Bienvenue dans Anatomie de la performance. Ici, on ne parle pas seulement de résultats ou de scores, on dissèque la performance à travers ses trois piliers fondamentaux, le mental, la nutrition et le physique. Parce que la performance ne se résume jamais à un seul facteur, elle se construit à l'intersection de ces trois leviers en synergie permanente. C'est cette vision globale qui est au cœur de MNP Performance. Dans ce podcast, je croise la réalité du terrain, la mienne mais surtout celle des athlètes, avec une vision plus théorique et scientifique grâce à l'intervention d'experts de chaque domaine. Si tu veux comprendre comment la performance se construit vraiment et comment l'améliorer durablement, tu es au bon endroit. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec une coach, mais surtout une athlète. Que dis-je, une championne Que dis-je, une championne du monde. Son nom de famille est aussi difficile à prononcer que son niveau de CrossFit à atteindre. Ouais. Je suis avec Laura Visançon. Oui, V500. Oh, ouais. V500, presque. V500. Dommage. Au plus simple. A.k.a. chevelure rouge. Mm. Ça fait chevelure de flamme. Ça fait un peu Exactement. nom d'Indien. Ouais, voilà. Comment ça va? Bah écoute, ça va, je suis contente de se revoir. Pour Bah ouais. la petite anecdote, on se connaît depuis un petit moment Ouais. avec Sylvain, donc ça fait toujours plaisir de se revoir, et surtout dans un environnement comme ça, c'est cool. Bah ouais, carrément. Ouais, pour l'anecdote, j'ai commencé le CrossFit donc à Southwest. T'étais stagiaire avec Oui. Bob, Ouais. Boris Le Marchal, si jamais il nous écoute. Dédicace à Bob, À Bob. qui m'a aussi donné envie de changer, Ouais. de faire ce métier. Et après, tu as été ma coach, Oui. avec les petits cours d'haltéro avec Effectivement. Anto et Clem, Oui. pas les plus faciles à coacher. Et après, on a été teammate. Exactement. Et puis après, j'ai lâché l'affaire parce que j'en ai pas lâché. Voilà. Mais je te laisse te présenter un peu plus en détail, peut-être. Ça marche. Bah donc voilà, donc moi c'est Laura, effectivement, ça fait maintenant plusieurs années que je fais du CrossFit. Ça fait depuis en 2020 j'ai passé mon BP, 2018-2019 j'ai commencé un petit peu le CrossFit. 2020 il y a eu le BP, 2021-2022 il y a eu une pause, une pause dans ma pratique, et il y a eu tentative du DEG parce que j'ai pas pu aboutir, mais voilà, plutôt quelques diplômes des BF, des haltéros, tout ça. Et donc j'ai été coach de CrossFit dans une salle de CrossFit. Ensuite, je me suis mise à mon compte pour pouvoir faire du coaching comme j'avais de la demande. Et du coup, j'ai continué cette pratique du CrossFit, et aujourd'hui, je suis compétitrice à un petit niveau français. Championne du monde, quand même. Oui, mais on y reviendra. C'est pas vraiment the titre. C'est pas les CrossFit Games, voilà. mais... Je suis pas championne du monde en titre de natation. Voilà. Mais voilà. Non, mais ça a traduit quand même un certain niveau, malgré tout. Super. Déjà, félicitations pour ta saison 2025. Merci. Qui a été dense, longue. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap, viteuf, de toutes les compétitions que tu as faites et des résultats, ou en tout cas des résultats les plus marquants? Ouais. Alors du coup, sur la saison, je crois que j'en suis à 13 ou 14 compétitions. Ouais, cette année. Ça a été un petit excès de gourmandise. Ça fait plus d'une compète par mois. Ouais, non, il y a eu une grosse saison qui a commencé en début d'année. J'ai eu les Toulouse en team, qu'on a gagné tout simplement en janvier, donc c'était une bonne entrée en matière, en team élite. Et ensuite, première grosse compète en indiv, les French. French que j'ai pas tenté en élite parce que c'était la toute première fois que je faisais les French, donc comme j'étais un petit peu sur cette année de transition, j'étais en espoir jusqu'en 2022. Ouais. 2023 j'ai fait quelques compétitions, mais un petit peu en dents de scie, 24 aussi, et puis là sur cette année du coup je me suis mise en team, et donc voilà, on a fait pas mal de teams, mais j'ai eu les French donc en RX, je fais deuxième et je perds ma première place à cause d'un sandbag que j'ai jamais réussi à soulever. Voilà. L'échec, j'étais première tout le week-end, et bon, voilà. Ouais. Donc bonne remise en question aussi dès le début de saison. C'est comme ça, ça forge, et c'est Voilà. l'expérience que t'acquiers. Exactement. Et ensuite, il y a eu une grosse saison qui s'est enchaînée de fin juin avec les Alsaces, où je gagne ma première compétition en élite indiv. Derrière, il y a eu les affiliates. Je tombe malade. Gros échec. On était premiers, je tombe malade. Les Marseille qui se passent très bien, on fait podium. Il y a eu une compétition, les Centurions aussi, on fait podium en team de 3 femmes. Il y a eu les Mayennes, où je faisais avec une team que je connaissais pas, une team où on était tous recomposés avec... une belle team. Ouais, une belle team. Avec Maya, Léo et Julien, où on fait 5e. Parmi des gros noms, donc c'était vraiment une chouette expérience. Vu le niveau des Mayennes, c'était très cool. Et derrière, pas mal d'autres podiums. J'ai eu en individuel les Continental Classiques en Belgique, où je fais seconde derrière Morgan Thyssen, futur athlète des Games, je pense, pour cette année aussi.
très très cool de bouger à côté d'elle. Et du coup, les agents que je gagne avec Ilan pour Oui. clôturer la saison, entre C'est ce qui guillemets. était prévu à la base. Voilà, c'est ce qui était prévu. J'avais enchaîné un mois d'octobre où tous mes week-ends étaient full parce que j'avais aussi le Fitex, enfin des petites représentations sur des events et tout. Ouais. Et j'avais vraiment 5 week-ends qui s'étaient enchaînés. Et j'arrive au Agen, week-end de mon anniversaire, fin de la saison, on gagne, trop content. Et là, la suite, c'est enclenché. Ça a été bien. Mais... Voilà, ça a été super cool dans le sens où du coup, j'ai eu une opportunité malheureuse, entre guillemets. J'ai Marie de ma team qui s'est blessée, qui devait partir au championnat du monde pour être aux côtés de la team La Ciotat. Parce qu'il leur manquait une fille, du coup ils avaient désigné Marie pour partir avec eux, et donc du coup comme Marie s'est blessée, c'est moi qui ai pris le relais. Ils m'ont demandé, donc on fait les championnats du monde, très bon résultat, et suite à voilà. Très bon résultat, il gagne. Et du coup suite à ça, on est réinvité juste une semaine après, donc on a eu une semaine et demie d'intervalle, même pas, sur une autre compétition, les World Fitness Project, à l'étranger, à Copenhague. Donc la saison ne faisait que se retarder. Belle expérience, en plus les WFP, vous avez dû croiser des beaux athlètes. Bah oui, c'était vraiment une compétition hors norme pour nous, parce que on se connaît tous maintenant un petit peu dans ce monde de la compétition, on recroise toujours les mêmes personnes, donc c'est vrai que surtout en RX et Elite, tu vois toujours les mêmes personnes, donc tu te connais, tu bouges autour. Et là, tu changes de dimension, quoi. Là, tu touches du doigt vraiment le haut niveau mondial, quoi. Et là, t'es vraiment à côté de Daniel Brandon qui mange à côté de toi, Koski qui il prend son petit déjeuner à côté de toi, surtout qu'on était vraiment dans des salles où tous les élites étaient ensemble, donc on a pu discuter, échanger, donc voilà, trop cool. Expérience de ouf. Et super, bravo déjà. Comment justement tu arrives à gérer une saison comme celle-ci, parce que tu l'as dit, du coup 13-14 compétitions sur la saison, et beaucoup plus longue que prévu. Donc comment tu fais physiquement et mentalement pour arriver à gérer cette densité-là et cette intensité et cette longueur, on va dire, enfin cette saison rallongée. Mais en vrai, je fais comme je peux. Non, en soi, je pense que j'ai la chance aussi d'être en bonne santé, d'être jeune aussi. Ça me permet de bien récupérer, mine de rien, d'avoir un sommeil au top du top. Franchement, j'ai toujours... Ça, c'est bien, chanceuse. J'ai toujours eu un sommeil de qualité. Pas le cas pour tout le monde. Aussi, c'est pour ça. C'est pour ça que je sais que moi, une fois que la journée est finie, je peux vraiment me poser et bien récupérer. En plus, on a eu l'occasion d'être sponsor par l'entreprise Yakota. Ah oui, c'est vrai. Voilà, sur les Mayennes qui eux équipent leurs athlètes de surmatelas, etc. avec des technologies qui sont propices justement à ça, à la récup. Donc mine de rien, je dors avec le matelas maintenant tout le temps, tous les jours. Je l'emmène en compète partout, c'est un tout petit truc. Et sentir la différence, oui, parce que je me sens jamais trop fatiguée, ou je sens que quand je suis réveillée, c'est bon, ma nuit est faite, j'ai envie de sortir du lit et tout ça. Donc je pense que ça m'a aussi aidée, mine de rien, et c'est tombé pile du coup sur le bon moment là, sur cette fin d'année. Donc voilà, il y a eu des petits trucs comme ça de mis en place, la reprise un peu des douches froides pour essayer de réduire l'inflammation. J'ai des petits tips, on va dire, au quotidien que j'essaie de mettre en place. Tu as des routines de récup? Ouais, c'est pas que je peux pas, mais j'ai plus le courage de faire les bains froids. J'ai vu que tu t'es remis. Je m'y tiens. Voilà, et je l'ai fait un temps, je l'ai fait toute la saison 2022, là, pendant un an non-stop, je l'avais fait. J'en étais trop contente. Et là, du coup, comme on a pris un appartement, qu'on est au 2e étage, c'est compliqué, où il faudrait l'avoir à la salle, mais du coup, j'avoue que je pourrais le faire ici, rien que chez mes parents, 2-3 fois par semaine, ce serait toujours ça de prix, mais au final, je l'ai pas fait, faute à moi-même. Et du coup, j'essaie de faire des petites douches froides le matin, des petits rituels un peu d'automassage, tout ça. Je vais voir mon ostéo Nicolas Vincent qui n'a pas bougé depuis toutes ces années, et que je remercie beaucoup. Salut Nico. Que j'ai rendez-vous avec lui cet après-midi même. C'est vrai. Voilà, donc lui aussi m'aide. Dès que j'ai des petits bobos, ça se guérit assez vite avec lui, donc c'est vraiment chouette. Et puis voilà. Ok, trop cool. Et mentalement, du coup, est-ce que tu as des petites routines aussi qui font que tu arrives à rester focus, à gérer peut-être un peu mieux les alternances de repos et de stress, surtout que j'imagine par exemple quand on t'invite au WFP comme ça du jour au lendemain, c'est un truc que tu n'as pas prévu, il y a peut-être un petit pic de stress supplémentaire. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place au quotidien qui te permettent d'arriver à gérer au mieux ça ou lisser ça, on va dire?
Alors pour le coup, en termes de routine, c'est pas vraiment comme les routines, style douche froide, Mmh. enfin c'est pas vraiment des actions physiques du coup que je vais faire. Je me pose, rarement pour faire, de la méditation, voilà, je suis pas trop dans oui, des fois j'ai des petits moments où j'essaie de travailler sur ma respiration, sur, avant de coucher, tout ça, enfin avant de dormir, mais j'ai pas vraiment de routine, mentale, c'est plus un état d'esprit que j'essaie d'avoir, Ouais. par exemple, quand je vais m'entraîner ou quand je sais qu'il y a des entraînements importants ou voilà un peu de la visualisation que j'essaie de faire lors des entraînements. Après, c'est l'une des choses sur lesquelles j'aimerais beaucoup travailler cette année parce que mine de rien, bah là, le fait que la saison, elle se soit rallongée sans arrêt pour moi, ça a été compliqué parce Mmh. que fini les Agen, je m'étais vraiment, moi j'aime bien couper quand même et je sens que enfin, Ouais. c'est pas que j'en ai besoin, mais je pense que je suis plutôt aussi des gens qui sont plus, disciplinés que motivés la plupart du Ouais, temps. OK. Et non pas que j'adore ce sport, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, j'adore la compétition, mais justement, j'adore la compétition. Ouais. Et des fois, le fait de devoir m'entraîner, c'est pourtant, je sais que c'est la base mais j'aime être sur le floor, j'aime l'adrénaline du floor et c'est difficile du coup pour moi, je fais Ouais, jamais des fois ATR à la de ouais. maison, je fais jamais Ouais, je voilà, comprends. c'est toujours un petit peu dur de lâcher les chevaux et de me dire donc j'essaie toujours d'avoir des objectifs, c'est pour ça que je fais des compétitions parce que sinon je pense que je m'entraînerais pas Ouais. autant, c'est clair et net. Et donc là, j'avais vraiment envie de couper après les Agen. Et du coup, j'ai dû rester un peu éveillée à la nourriture, faire attention, tout ça jusqu'au World. Et après les Worlds, le lundi, on s'est dit, ok, on relâche. J'étais avec Lucien, du coup, on Ouais. s'est dit, cool. On était là à l'aéroport en train de manger nos petits macarons et tout. Boum, je reçois le message et là, je me dis, oh merde, va falloir encore pas manger les macarons tout de suite, s'entraîner. Et donc, c'est vrai que c'était un petit peu dur Ouais. de relancer, ouais. Ouais. Et surtout quand je pense, tu te projettes, tu te dis: «Ça y est, c'est bon, j'ai enfin fini» et en fait, l'échéance, elle se repousse encore, Mm. c'est ce petit ascenseur émotionnel qui Ouais, doit pas c'est être évident ça. à gérer, ouais. C'est ça. OK. Et du coup, comment, donc on a parlé un peu de la gestion de la récup quand même malgré tout et au niveau de la programmation que tu as, alors j'allais dire, est-ce que tu vises des pics de forme particuliers? Parce que vu la densité de compétition, tu peux pas être en pic de forme sur toutes les Non. compètes. Donc est-ce que sur la saison, tu vas mettre en avant quelques compètes et te dire: «Bon les autres, j'y arrive dans l'état dans lequel j'y arrive et Mmh. j'essaie de performer au mieux»? Ou est-ce que tu essaies d'avoir un pas vraiment un pic, mais on va dire un niveau lycée tout au long de l'année en Ouais, étant en forme plutôt ça, et ouais. ouais, c'est plutôt Ouais. ça? Ouais, ouais, c'est plutôt ça dans le sens où on n'a jamais vraiment travaillé sur des pics de forme avec Mmh. des semaines de deload, un petit peu plus de force, moins d'intensité, tout ça, on l'a jamais trop fait jusqu'à présent. Même moi, je l'ai jamais trop fait. Je l'ai eu fait pour, une année, en espoir quand j'étais Ouais, coachée par Camille, où là, on avait vraiment tout ciblé sur, les Marseille et du coup, j'ai vraiment c'était avec eu, Camille Leblanc? ouais, Ouais, j'ai vraiment eu, cette explosion sur cette compétition. Mais là, c'est vrai que comme il y en a beaucoup qui s'enchaînent, sinon en fait, on passerait quasiment toute l'année à faire des semaines, ouais, chill ou des semaines de deal. Au final, c'est un petit peu ce qui se passe quand même. Il y a eu une grosse phase de préparation là, avant les French, où on s'est vraiment beaucoup entraîné, où on a pu tester les WOD, ils étaient ouais, sortis en avance aussi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les French sont passés, c'était fin mai, milieu mai. Il y a eu juin où du coup on a pu bien s'entraîner et puis après à partir de fin juin, concrètement ça a été des compétitions soit tous les week-ends, soit ouais. tous les 2, soit tous les 3 week-ends. Du coup au final tu as quelques jours de vrais entraînements et puis après tu coupes. Moi ma routine c'est voilà, c'est le jeudi matin, je me fais un petit peu de mobilité, un petit cardio tranquille et puis soit le vendredi on est en compétition directe parce que maintenant c'est souvent sur 3 jours. Ouais, oui, c'est vrai. Soit, vendredi off et samedi, dimanche la compète, lundi off, mardi cool et puis on reprend, donc OK. voilà, ouais. Mais je pense que ce sera aussi à travailler sur les prochaines années Ouais, où effectivement je reproduirai pas une saison comme ça. Là, c'était un petit peu du plaisir aussi, puis de la gourmandise de vouloir faire ouais, toutes ces d'accord. compétitions, de m'éclater et puis une saison prolongée. Donc c'est quelque chose que, par exemple, si je veux performer en individuel, je sais faudra passer par là et ce sera plus bénéfique, je pense. OK. Bah, tu m'as fait une transition parfaite parce que du coup, c'était ma ma prochaine Ah question. bah, voilà. C'était est-ce que c'est nécessaire de faire autant de compétitions là parce que tu veux passer un cap ou acquérir de l'expérience? Hem, ou est-ce que juste c'est nécessaire pour ta progression quoi, on va dire? Et est-ce que ce schéma-là, tu comptes le reproduire sur les prochaines saisons? Est-ce que tu as Mmh. les mêmes strates ou au contraire tu vas justement modifier ces stratégies parce que tu as des objectifs aussi qui changent?
Oui. Ben alors, en fait, jusqu'à présent, j'avais pas vraiment d'objectif, on va dire, ultime. Ouais. Parce que je sais très bien que tout ce circuit games et cetera, c'est super cool, ça met vraiment des étoiles plein les yeux. Pour le coup, j'ai pu côtoyer cette année des athlètes comme Morgane, Maya, Victor, qui ont vraiment des prétentions Mmh. d'aller dans ces circuits-là et on se rend bien compte qu'il faut l'environnement qui va avec, il faut tous les sacrifices et c'est vrai que, bah, moi, voilà, comme on me disait, je suis à mon compte, je suis dans une région où, mine de rien, il se passe pas grand-chose, où il y a pas beaucoup de on n'est pas Nashville, quoi. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gros compétiteurs par là où je suis. Donc, c'est toujours bah, des entraînements quasiment solo Ouais. ou duo ou à 3 maximum. Mais bon, toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre, quand ils font pas de grosses compétitions, de s'entraîner à 10 heures parce que la plupart des gens travaillent. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que je m'étais toujours dit que bon, bah, ce circuit des Games, ça me faisait rêver, mais j'irais pas forcément. Et au fond de moi, je sais que c'est pas quelque chose d'ultime dans le sens où moi j'affectionne plus le fait d'aller chercher des podiums, d'aller par exemple pourquoi pas me préparer aux affiliates, tu vois, une Mmh. compétition française, ou essayer d'aller dans une compétition internationale où il n'y a pas tous ces gros noms des CrossFit Ouais. Games et où tu sais que tu peux aller chercher quelque chose. Moi c'est vraiment, on va dire un peu l'appât du gain, l'appât du podium qui me fait vibrer, plutôt que d'essayer une grosse qualif pour les Games et d'essayer d'aller chercher un top 40 et Mmh. d'essayer de gratter peut-être la 39e place. C'est vrai que comme on a fait la World, au final, on fait quand même une très bonne place, parce qu'on fait 15e sur 35 équipes, dont des équipes des Games, des Ah ouais. semis, de tout ça. Et on a quand même 2 events, 2 fois du lourd, 2 fois du snatch qui nous pèsent vraiment sur le compteur des points. Donc on sait très bien que si on a passé 2 events, on peut faire un top 10, il y a moyen d'aller gratter ça, tu vois. Donc déjà, on était contents. Mais c'est vrai qu'en individuel, c'est quand même Ah, c'est toujours autre chose. plus Ouais. compliqué. Donc du coup, comme j'avais pas d'objectif vraiment ultime, bah, je me suis dit, testons toutes les Ouais. compétitions. J'avais une compétition de cœur jusqu'à présent, c'était les Marseille. Là, j'en ai découvert d'autres, donc ça me tenait vraiment à cœur de faire, de gagner les Marseille et je mettais un peu ma saison autour de cette compétition. Là, j'en ai découvert d'autres qui sont tout à fait, aussi cool et que j'aimerais, pourquoi pas gagner aussi les prochaines années. Donc voilà, c'est plus un petit peu, choisir Ouais, tu fais les par events, itération et voilà, voilà. ouais. OK, et t'as déjà fixé tes objectifs sur 2026 ou pas? Pas du tout. OK. Non, cette fois-ci, on a des objectifs en team, Ouais. d'essayer de faire les semis, essayer de se qualifier Oui. du coup aux French qui sont les semis aussi. Il y a toujours l'objectif en cours de la ligue, du coup, Ouais. pour essayer toujours d'aller faire les mondiaux. Mais c'est vrai qu'en indiv, je me suis pas trop posée sur quelle compétition Mmh. choisir. Je pense qu'il y aura soit AFI, Marseille ou une compétition là l'été. Battle of Normandie, j'ai jamais fait par exemple, donc Ouais, OK. pourquoi pas. Mais je pense que du coup, justement, cette année, après les World Fitness, ça m'a vraiment mis en lumière des points faibles qu'en fait on retrouvait pas forcément dans les autres compétitions françaises. C'était un petit peu OK. plus Ah, intéressant. crossfit classique, tout ça. Par exemple, ils nous ont sorti de la natation. Ouais, j'ai vu. Au secours. Genre, à part au West Coast, Mais on si, sait voilà, que t'en fais voilà, t'en fais au West Coast. C'est ta séance ta séance c'est la annuelle, non? séance annuelle. Je l'ai fait au West Coast. J'ai Ilan qui m'avait inscrit à 2 kilomètres en mer quand même. Ah ouais. Voilà. Et donc, T'avais pas pris des cours à un moment donné? si, Quand j'avais même? pris des Ouais. cours justement pour Marseille aussi, parce qu'il y en Ah oui, a, c'était il y a ça. une Oui, école, ouais. exact. Ouais. Et ça m'avait quand même bien aidé. J'avais fait 2 mois de cours à 1 fois par semaine. Et ça avait quand même porté ses fruits, mais bon, je suis pas du genre à avancer vite dans l'eau, quoi. Je suis un peu, je sais nager, mais De manière j'ai générale, je pas la pense que les glisse. crossfitters sont pas les plus Ouais. efficients dans Et l'eau. ben, tu vois, Mais voilà, ouais, c'est quelque il y chose en a certains, ouais. qu'on dit souvent dans notre niveau un peu intermédiaire. Bah là, au World, on fait quand même, je crois qu'on fait une 21e place sur celui-là, ou même un petit peu plus loin, Ouais. hein. Entre 21 et 26, je sais plus exactement combien on fait. Mais en équipe, donc ça veut dire équipe de 4, donc ça veut dire qu'il y a quand même, on va dire, 20 grosses équipes devant nous qui tous savaient Ouais. bien nager, parce qu'on était tous obligés de nager des 200 mètres, tu pouvais pas te cacher, c'était vraiment tous la même chose. Mais c'est vrai que sur les Donc, compétitions internationales, en fait, t'en retrouves quasiment tout le temps. Oui. Je pense qu'il y a que les Rock où il y a jamais eu de natation. Oui. Ah, quoique. Non, je pense Peut-être pas. des années, mais je suis pas Je suis sûre. pas sûr. Les Rocks, c'est plus connu pour être lourd Mais de oui, carrément, ouais. programmation. Mais sinon, sur les Games, on en a quasiment tous les ans. Ouais. Ça a peut-être changé Oui. malheureusement, vu ce qui s'est passé. Ouais. Wodapalooza, t'en as. Les grosses compètes type Mm. French, Marseille, etc., t'en as à chaque fois. Ouais.
Et je pense que ouais, l'approche de la natation a beaucoup évolué. C'est vrai que là, quand tu arrives sur du gros niveau mondial, en fait, je pense qu'ils nagent presque toutes les semaines. C'est comme la Oui, course à pied, tu vois. Tu oui, regardes c'est les temps ça. de course à pied des athlètes des Games, ouais, c'est hallucinant, tu vois. Les mecs, ils font 90 plombes et ils courent à 17 à l'heure, quoi. Mmh. Donc, et, Beh, oui. et quand tu les vois nager aussi, techniquement, ça reste très très propre. Ouais, c'est propre Ouais. et au final, c'est moi ce qui m'avait mis un pied dedans et heureusement, c'est vraiment quand j'avais commencé le coaching avec Camille aussi, qui du coup était une athlète des games, Ouais. où automatiquement dans la programmation, elle me C'est l'avait mis. Camille Leblanc-Bazinet. Oui, j'ai eu l'opportunité, la chance d'être coachée, 6 mois par, Camille du coup, donc c'était Athlète sur, canadienne. voilà, sur l'année de fin de l'année de ma catégorie esport, donc c'était 2022. Elle m'avait préparée pour les Marseillais et cetera et elle d'office, en fait, elle m'avait mis, moi quand j'avais reçu c'était une prog perso et cetera, j'avais reçu ça, je comprenais pas au Qu'est-ce début, que je c'est? faisais le swim, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que genre, comment je vais faire ça dans la salle?» Je cherchais les mouvements et tout. Elle m'a dit: «Non, non, c'est une séance de natation». J'ai dit: «Ah d'accord, OK» et du coup, elle m'avait dit: «Bah oui, c'est comme ça, nous» et là-bas, effectivement, c'était Ouais. ancré dans la routine que tous les jeudis, c'est la séance, course à pied, natation, voilà. Nous, on parle toujours de récup active, de quand même Ouais. bouger, de mobilité et tout. Bah, eux, c'est vraiment en fait, ils le prennent, comme une vraie séance, quoi. Ah Nous, ouais, la plupart clairement. du temps, les jeudis, si on fait rien, bon, bah, on se dit: «OK, on récupère». Eux, c'est vraiment en fait, ancré dans leur routine, quoi, que ce soit de la course, la natation ou un swim and run, ou voilà. Donc, Ouais. et du coup, c'est vrai que j'avais commencé la natation grâce à elle et puis au final, bah, de fil en aiguille, voilà, j'avais vu qu'à Marseille, il y en avait, donc on avait vraiment mis l'accent dessus, j'avais pris des cours et là, en fait, au World, bah, si par exemple on veut y retourner l'année prochaine, on sait qu'il y en aura aussi Ouais, bah oui, normalement, forcément. Les donc progs en font de plus en plus quand même. Moi, je suis chez mmh. RX Comp, je l'ai mal dit, donc je le redis. Euh, et c'est vrai que tous les jeudis normalement c'est la journée de récup active. Ouais, Donc ils nous mettent une session au choix, tu vois, une session genre ergo ou vélo, une session run et une session natation souvent. OK, ouais. Que je ne fais jamais malheureusement, mais il faudrait. Mais c'est vrai que tu vois, au moins on a l'opportunité de se dire, vas-y, j'ai mes séances et je peux y aller, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ouais, ouais, moi le premier, genre, j'y vais jamais. Pourtant Bah j'aime oui. bien ça. Je fais, bon, j'allais dire, je fais des triathlons. Non, je fais genre un triathlon par an à peu près. Mais c'est déjà Mais, sympa. mais c'est vrai que tu vois, je vois tellement la différence. Mais oui. C'est de suite. Mmh. Et après, c'est un super complément. Ah oui, oui, oui. D'un point de Ouais. vue cardiovasculaire, c'est hyper intéressant. Ça change un petit peu. Et c'est beaucoup moins traumatique aussi d'un point de vue articulaire. Donc, Oui, c'est vrai. c'est pas mal comme journée de récup active, on va Mmh. dire. Ok, bah écoute, top. Donc, ouais, du coup, objectif, pour revenir à la question de base, c'était voilà, est-ce que tu as changé tes objectifs? Donc, tu vas faire plutôt à l'opportunité, Oui, voir oui. Oui, voilà, bah, pour cette année, on va dire que je pense, on a un petit peu notre année qui est dessinée en team et encore qu'on ne sait même pas trop quelle compétition ouais. physique on va pouvoir faire parce que voilà, il y a les qualifs, mais encore faut-il passer les qualifs. Il y a cette saison des Open là qui va vite arriver aussi. Mmh. Il y aura les Mayennes forcément. Et puis après, en fait, la fin de l'année, on la décide pas puisque bah, soit on est champion de France, donc on va au championnat du monde, soit on l'est pas, donc du coup, Ouais. il se passe rien pour la fin de l'année. Donc c'est aussi un petit peu délicat d'avoir cet enjeu en fait Ouais, bien sûr. au-dessus de la tête où tu sais pas trop si tu vas pouvoir te repositionner dessus. Donc je pense qu'en Indiv, il y en aura forcément une ou deux cette année parce que je me vois pas faire ça non plus. Mais voilà, là j'ai comptabilisé sur mon petit carnet à peu près 6-7 compétitions et j'aimerais essayer de Ok. pas trop dépasser ça pour justement vraiment bosser bah, tout ce qui a été mis en lumière. C'est ce que tu as marqué là? Ok. Tout ce qui a été mis en lumière sur ces World Fitness, c'est-à-dire ouais, la nage, la course à pied. La course à pied que, pareil, j'avais fait, et pareil, quand Camille m'avait coaché, tous les lundis matins, c'était course à pied, Mmh. tous les mardis matins, c'était travail des ergos. Et c'est quelque chose qui s'est perdu du coup avec la prog que je fais maintenant. On travaille sur différentes choses, mais c'est vrai que du coup, la course à pied, je l'ai mise de côté. Et au final, bah, là, ça m'a Ouais. desservi mine de rien. Et plus je me renseigne, bah, plus je vois que, comme on a dit pour la natation, dans les grosses compétitions, il y en a toujours. Ouais. Et De que plus ce en plus. soit. Voilà. Et je Et pense qu'avec puis, l'arrivée de l'Irox, il y en exactement, aura c'est de ce que plus en j'allais plus. dire. Voilà. Ah ouais. Mais enfin, je trouve que, en tout cas, c'est la chose positive que l'Aerox a pu apporter, je pense. Enfin, il y en a peut-être d'autres, hein, Oui, c'est oui, pas, oui. je suis pas en train de dire que c'est nul, mais je trouve que ça a ouais, poussé beaucoup plus les crossfitters à courir.
On en voit de plus en plus de courses à pied dans les compétitions là, ces dernières années. Mmh. Et c'est tellement, genre, c'est la base de la préparation physique. Ah oui, oui. Et le CrossFit qui est censé être la discipline de préparation physique par Mmh. excellence, ou en tout cas la pluridisciplinaire, c'est vrai qu'on mettait ça un peu de côté et c'est dommage. Bah oui, oui. Donc c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que souvent ça, dans les box, même à Southwest, on le disait toujours, les crossfitters, on n'aime pas Ouais, courir. Ou ah quand tu oui, voyais du run, tout le monde râlait d'aller courir en Metcon. Et bah oui. moi, la première, je pense que tu t'en souviens, au West Coast, le nombre de fois où vous m'avez poussé, où à peine 200 mètres Pas étaient vrai, c'est passés, pas vrai. point de côté, allez, ciao, La main dans le dos, main hop, dans tout le le dos. run comme ça. Laura comme ça, poussez-moi. Les deux, ils étaient en sled push pendant 2 kilomètres. Donc ouais, je pense qu'on a tous commencé par là. Et c'est vrai que souvent, ça mettait beaucoup plus en lumière le côté force, le côté haltéro. Ouais. C'est toujours ce qui est le plus Bah, impressionnant. ouais, voilà, c'est plus spectaculaire, c'est plus facile à regarder, plus facile aussi à mettre sur les réseaux. Mm. Quoique maintenant, avec Strava et tout, les gens mettent Oui. leur perf de Oui. course, donc Oui, c'est vrai. voilà. Mais donc non, c'est cool. Je trouve que ça donne un bon aspect. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois la discipline évoluer, mine de rien, moi, mon point faible, j'ai identifié ça, la course à pied et la force. Parce que au La 1RM force. snatch, c'est là où on se prend une Ouais. banane aussi. Puisque mine de rien, nous, moi, avec un 75, 77,5 de PR, en France, ça va. Ouais. À l'international, ça va pas du tout. À l'international, Alexia, elle a pu faire un PR à 80, ce qui était super cool pour nous. Et genre, on était vraiment trop contente. Et en fait, dès qu'on regarde les perfs un peu qui se font autour, on se rend compte que voilà, en Indiv, elle aurait fait avant-dernière, 4-5 places avant la dernière ouais. place. Mais Ouais, ouais, c'est 80, ouf. c'est nul, entre guillemets, je m'entends, mais c'est Parce nul que c'est pour ces une niveaux-là. belle barre, quoi. Voilà. C'est Et déjà une alors belle que barre. tu sors ça dans n'importe quel open de n'importe quelle box en crossfit, je pense que Bah oui, y a clairement. quelques adhérents qui te regardent et qui disent C'est « Ah, déjà, pour le commun des mortels, même mec, c'est une barre qui est quand même oui, belle, tu vois. qui est belle, oui, c'est vrai. » Mais non, ouais, c'est clair que 80, c'est solide. Mm. Mais ouais, c'est hallucinant la progression. Et puis de toute façon, avec les générations qui arrivent, là, je pense que ça va être des générations qui sont élevées au CrossFit, Ouais. qu'on fait Ouais. que ça. Parce qu'on est encore. Parce que toi, tu as un passé d'équitation. On est encore sur des générations où, tu vois, on a commencé un sport et on est arrivé après sur le Oui. CrossFit, tu vois. Oui. Mais du coup, tu as développé d'autres qualités et puis après, forcément, tu as des lacunes à des endroits, tu vois. Là, je pense que, ouais, de toute façon, tu le vois vite, hein, les jeunes là, qui ont 16 ans, les mecs à 16 ans, ils snatchent 110, 120. Bon, d'accord. Ah oui, oui. Oui, c'est clair. Ouais, ça risque d'évoluer encore très très fort. Ouais. Ok, très bien. J'ai reçu Lucien la semaine dernière, Oui. du coup. Enfin, c'est lui qui m'a reçu parce que je suis Ok. allé le voir à la source, à Tarbes, Lucien Larbeg, qui s'occupe notamment de la Ligue. Notre président. Voilà, je vous invite à aller écouter le podcast avec lui si ce n'est pas fait. Et du coup, on a parlé de toi sur le podcast. Ok. On a parlé, parce qu'on parlait de préparation mentale forcément, et du coup à un moment donné on discutait de toi, de tes performances et de ton, comment dire, de ta façon d'aborder les compétitions, etc. Oui. Et donc on disait que à partir du moment où tu trouvais les bons leviers, en tout cas c'est l'impression qu'on avait, ça devenait difficile enfin pour toi il y avait rien qui pouvait s'effondrer, il fallait juste arriver à trouver ces bons leviers. Et je voulais qu'on discute un peu de cette évolution, en tout cas moi que j'ai pu voir vu de ma fenêtre sur ces dernières années, où avant quand on faisait les compètes ensemble, je voyais les backstage, Oui. ce qui se passait en zone de warm-up, etc. Évidemment, j'avais pas la même analyse que j'ai maintenant, parce que je faisais pas du tout ça, etc. Donc voilà. Mais quand je repense à tout ça et que je vois, je contextualise pour expliquer un peu ma question. Et ce que je peux voir maintenant sans les backstage, mais quand je vois les lives, quand je te vois bouger sur les WOD, même quand je te vois sur certaines interviews, etc., j'ai l'impression qu'il y a quand même un switch mental qui a été fait. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus incisive, agressive sur tes workouts, dans ta façon de bouger, dans ta façon de même gérer l'environnement autour, tu vois, ou d'être focus sur ta perf. Et donc, je me dis, il y a un gain de confiance qui a été fait, un gap qui est passé. D'un point de vue physique et technique, c'est clair et net. Ouais. Est-ce que ce gain de confiance, il est lié à ça? C'est-à-dire, j'ai progressé physiquement et techniquement et du coup, je gagne en confiance et donc ça va mieux? Ou est-ce que c'est un truc que tu as travaillé en parallèle? Ok, ouais.
Alors déjà, je pense qu'effectivement, le petit bout de podcast que vous avez fait avec Lucien sur moi est pas mal révélateur et c'est Ok. pour ça qu'on pouvait en parler, parce que c'était assez vrai. C'est vrai que j'essaie toujours comment dire, d'avoir comme des petits points d'ancrage, et on avait fait un travail dessus justement avec Lucien, d'ailleurs avec l'équipe, de savoir quand attaquer un WOD, voilà, à quoi tu penses, comment tu le gères, Donc c'est vrai que ça, j'essaie toujours d'avoir des petits points d'ancrage en compétition qui font que, ok, je sais, j'ai ma stratégie, on en a parlé, la stratégie, c'est la bonne. Des fois, comme on a fait au World sur le tout dernier WOD, on y va au talent et un peu au culot on avait une stratégie complètement différente, à l'inverse en fait des autres équipes par Ouais. exemple, et là c'était un passage individuel, et moi je me suis retrouvée que contre des gros garçons, mais des gros garçons. Et au final du coup ils ont tous fini par une fille alors que nous on finissait par un garçon, c'est Ouais. là qu'on a pu remonter, c'est là qu'on gagne le championnat du monde. Donc c'est vrai que je pense que la confiance en moi elle s'est prise un petit peu aussi du fait d'être en équipe, Mm. du fait de pouvoir performer, parce que j'en avais parlé avec Lucien, la transition Teens, Espoir, Élite était très Pas compliquée. évidente, ouais. Et pour moi, quand on s'est quitté, qu'on en était à mes dernières compétitions et que j'ai performé un petit peu en Espoir, dans ma tête c'était ok, bon je gagne les Marseille, et après j'avais mes 21 ans, donc c'était fini. Et du coup je me suis dit bon là ça va prendre 2 ans pour que j'arrive au niveau, je vais plus pouvoir faire de compétition. Comme Ok. je t'ai expliqué avant, je suis pas trop du genre, même ne serait-ce que d'un point de vue investissement, à me déplacer sur une compétition, payer une inscription, tout ça, pour essayer d'aller faire un top 20, tu vois, Ouais. c'est pas quelque chose qui me tient forcément à cœur. Et je me dis, plutôt que d'aller faire une compétition, de se déplacer à Paris pour aller faire un top 20, pourquoi pas le faire chez toi et continuer de t'entraîner, en Oui. fait. Donc c'est vrai que je m'étais plus mis ça en tête, de vraiment avoir des années presque sabbatiques de compétition et d'essayer de Ok. progresser, et puis d'arriver au niveau élite. Mais je savais que ça allait être très compliqué, parce que aussi j'ai ce côté-là où s'il n'y a pas un peu la carotte au bout du fil, je sais que l'entraînement l'hiver c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de compète, tout ça, donc je savais pas trop en fait comment le gérer. Et donc je pense que c'est arrivé pile poil au bon moment, le fait que Nicolas m'ait recruté dans cette team à Orthez, qui m'a permis de suite, en fait, 3-4 mois après l'arrêt de mon espoir, de faire ma première compétition en élite, les Toulouse, Ouais. en team, et de gagner. Et où là je me suis dit, ok, en fait, Peut-être que. voilà, peut-être que c'est possible. Ils ont un super niveau, je complète plutôt pas mal. Donc tu t'étais mis une petite croyance limitante toute seule Ouais, et au final mm, ça t'a permis de faire sauter ça. exactement. Ok. Et donc effectivement, le passage, et puis au final, en me renseignant, j'ai vu qu'il y en avait plein qui faisaient ça, des athlètes français qui veulent pas arrêter la compétition et puis qui du coup se mettent en team Ouais. pour pouvoir quand même profiter, parce que même si, on va dire, des fois quand tu as quelques lacunes en team, tu peux toujours un petit peu te cacher, Ouais. ou des fois il y a des WOD qui sont justement où on peut te mettre en lumière, et puis si tu as une faiblesse, te laisser un petit peu de côté sur un autre. Donc tu as toujours moyen de faire quelque chose et d'être un petit peu plus protégé, on va Ouais. dire, quand tu fais une team, même si des fois tu tombes sur un WOD de faiblesse, mais ça arrive moins souvent, on va dire, qu'en indiv. En indiv, t'es confronté à toi-même, moi je l'ai vécu, hein, tu sais pas faire des rings, et tu applauses, tu applauses les autres lignes, quoi. Donc voilà, donc ça, un petit peu compliqué là-dessus. Mais après, je pense que dans la mise en place de choses, je sais pas trop, j'ai évolué au niveau de ma confiance avec mon physique, Ouais. Ok. très clairement. Parce que quand tu m'as connu Southwest, j'avais pas ce physique-là. J'ai toujours eu une tendance à être beaucoup plus costaud, et ça m'a toujours été un complexe. Et du coup, je me sentais jamais trop légitime, tu vois, Ouais, d'accord. ouais, Ok. de réussir. Bon, en équitation, c'était pas trop. J'étais pas non plus obèse, hein, donc, donc Non, ça non, va, pas trop. ça Non. se voyait pas. Mais dans le crossfit, c'est vrai que surtout en France, il y a toujours les nanas bien pimpées, bien les abdos, bien les jolies brassières, tout ça. Donc dès que t'as pas un physique pas parfait, mais taillé, tout ça, c'est vrai que même si au final, des fois, la plupart du temps, ça passe inaperçu, c'est exactement la même chose que quand je coach mes clientes à Basic Fit et qu'elles se disent « Oh là là, je suis énorme, tout le monde va me regarder ». Au final, Ouais. pas du tout, en fait, Oui, tu non, passes c'est des. inaperçu. Voilà, c'est des fausses croyances. Ouais, exactement. Mais
C'est vrai que étant entourée de ça dans les réseaux sociaux, des corps, des Mm. athlètes, des CrossFit Games incroyables et tout, ben, je me sentais pas trop légitime. Et du coup, j'ai eu cette phase avec Camille qui m'a vraiment permis d'être sèche, d'être découpée. Et du coup, j'ai gagné les Marseilles aussi parce que première fois de ma vie en compétition que je me mettais en short, tu vois, c'était pour Ouais, moi un ok. truc de ouf. Et que je me sentais à l'aise avec mon corps. Et puis au final, il y a eu un peu la rechute où dès que le coaching s'est arrêté avec Camille et où là, il a fallu faire la transition, c'est là que dans ma tête, je me suis un peu effondrée en mode c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Donc j'ai repris du poids, tout ça. Et du coup, en fait, je pense que cette année, de fil en aiguille, avec les compétitions, avec un environnement un peu plus sain, une nourriture plus saine, contre qui je me suis battue certaines années, et là, ça va mieux. Et ben ouais, le fait d'avoir un corps qui en impose aussi, et que je me dis quand je vois les photos, ouais, ça va, j'ai des bonnes épaules, je pense que c'est vraiment ça qui m'a débloqué une Ok. confiance, tu vois. Je pense que ça s'est joué à partir de là, et après, forcément, à partir des performances où je me disais, au final, je suis loin d'être ridicule sur un floor français, quoi. Oui, Donc, clairement. ça va ensemble. Ok. Et est-ce que tu abordes les compétitions, enfin, j'imagine que oui, mais bon, je vais tourner la question différemment. Quelle différence t'as entre une compétition indiv et une compétition en team? Est-ce que tu arrives à avoir les mêmes switches? Pas forcément. Souvent, en team, j'ai un petit peu plus de mal à me mettre dedans, dans le WOD, dans la Ok. performance. Parce que je suis très. Des fois, c'est souvent des stratégies, comme je sais pas si tu te rappelles de ce fameux WOD aux Atalantes Ah où si, on on avait fait le gagne, tableau là. voilà, Ouais, on ouais, avait ouais, ouais. passé des heures sur la table. Alors, A plus B plus C, On toi avait t'es fait A, un toi t'es. tableau, un tableau sur papier avec, c'était avec Anto, Oui. vu qu'on était trois. Et je me souviens plus du tout du WOD, mais on avait fait un tableau avec Voilà. des transitions, etc. Par contre, tiens, c'était contre Lucien Oui, d'ailleurs. exactement, c'est vrai. Et, Ouais. et par contre, le flow du WOD, pouah, Et t'es ouf. genre, il y avait pas une seconde de période sur les transitions parce que c'était Ouais. des trucs en relais et tout. Et c'était magique. On était Ouais. sortis de ce WOD, on était là, ouah, c'est trop bien. Ouais. Et Mais oui, beaucoup de c'est. stratégie, ouais. Voilà. Et c'est typiquement ce genre d'effort Ouais. qu'en fait, à notre niveau élite, on doit reproduire à chaque WOD. Ouais. Clairement. Parce que t'as pas une seconde à perdre dans les transitions. Tu sais que sur des mouvements, alors forcément, on a tous nos points forts. Moi, je sais qu'en HSPU, ça va vite. En chest, ça va vite aussi. En rope club, ça va un peu moins vite. Donc, tu peux forcément toujours faire la différence sur des exécutions de mouvements. On a des athlètes français qui sont très, très rapides dans leurs mouvements et qui arrivent à mettre tout le temps de l'avance. Mais c'est vrai qu'il y a ce gros travail de transition qui est fait autour. Et tu sais qu'en team, surtout quand t'es 4 comme ça, pour peu qu'il y ait un cafouillage entre un binôme Ouais. qui s'est mal compris, du coup, l'autre binôme intervient aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont nous donner la solution en mode « Mais non, on avait dit que c'était à toi !» Du coup, eux, ils lâchent la barre alors qu'ils doivent rester suspendus. Et là, ça en devient que tu perds vite. Au lieu de perdre clairement. 2 secondes à te parler en équipe de 2, tu vois, et là, tu t'en perds presque 20-30 à dire « Ok, bon, c'est bon, vous raccrochez-vous. » Non. Donc, c'est vrai que c'est très focus la team sur, je trouve, voilà, cet échange, ces transitions, ces stratégies et tout. Donc, on est toujours, c'est plus souvent des à toi, à moi, un peu à fond en équipe. Donc, ça, j'aime bien. Alors qu'en indiv, au final, c'est plus, on va dire, focus dans ton effort, dans le sens où, au-delà de la stratégie, c'est plus, ok, je mets une stratégie en place, mais tu t'écoutes beaucoup plus physiquement. Ouais. À pas péter, si Ouais. t'as une série de 30, à te dire, ok, j'avais prévu 17, bon, là, 14, ça commence à être chaud. Tu vois, t'es tout le temps, enfin moi je sais que c'est comme ça, je suis tout le temps en analyse de est-ce que ça va, est-ce que je serai capable de tenir derrière ou pas. Alors qu'en équipe, t'as plus ce truc de débrancher Ouais. au niveau de ta perf individuelle, de même si ça brûle, tu tiens parce que derrière, il faut faire passer les copains, et du coup de tenir la stratégie en fait coûte que coûte. Quoi. Ouais. Donc ouais. Ouais. Moi, je fais pas de compète en indiv, mais j'en fais pas aussi parce que je sais pas si j'arriverai à avoir justement ce même état d'esprit Oui. que j'ai en team. Où je sais qu'en team, il faut se dépasser pour l'équipe, tu vois, et du coup, même quand c'est dur, t'y vas. Oui, voilà. Alors que c'est vrai que des fois, tu vois, quand du coup, je m'entraîne toujours, je fais que des compètes en team, mais je m'entraîne toujours tout seul. Tu vois. Enfin, on fait rarement des WOD team à l'entraînement. Ouais. Et c'est vrai que quand tu WOD, en effet, tu es plutôt en train d'analyser ton état par rapport à ce qu'il reste à Ouais, faire. oui. Et ce genre d'approche, c'est vrai que tu l'as rarement en team. Ok, intéressant. Est-ce que tu fais ou tu as fait de la préparation mentale? Non. Non. J'ai jamais fait de préparation mentale. Comme je t'ai dit, on avait une petite réunion avec Lucien qui nous avait donné des petits tips, voilà,
de visualisation, d'essayer de trouver des points d'ancrage, d'essayer de trouver, on avait parlé, je sais plus trop comment il nous l'avait dit, mais essayer de trouver j'ai pas le mot précis, mais quelque chose de moyen, un truc de Un moyen, objectif de voilà, un moyen objectif plutôt de qu'un moyen objectif de plutôt qu'un résultat. exactement. Ouais. Ok. Donc et c'est vrai que moi je fonctionne complètement à l'inverse, Ouais. dans le sens où pour moi l'objectif c'est de faire première, et du coup je mets en place ce qu'il faut pour faire première, alors qu'au final sur une épreuve ce serait plutôt l'objectif c'est de tenir 2 Ouais. minutes de moyenne aux 500 mètres, et du coup forcément derrière le résultat ira avec, mais moi je me dis pas forcément ça, je me dis il faut que je sois Ouais. première. Mais ce qui te permet justement dans des WOD d'indiv, plutôt que de dire est-ce que je vais tenir et est-ce qu'il Oui, faut pas que je break aussi. machin, c'est que tu as ta stratégie Ouais. et tu dis ok j'ai dit 17, je suis à 14, bah il m'en reste 3. Et en fait tu te concentres à chaque fois sur l'instant T, sur ce qui te reste à faire, des choses que tu maîtrises et que tu sais faire. Et du coup tu fais complètement abstraction de des idées un peu négatives qui sont ah mais est-ce que je suis vraiment en forme, Oui. oh mais comment est-ce que Oui. je suis pas parti trop fort, ou je regarde ce qui se passe sur la ligne d'à côté, Oui. tu vois. Mais c'est vrai que du coup ça c'est des trucs importants à maîtriser pour arriver vraiment à rester focus sur ta perf et pas t'éparpiller, etc. Ouais, complet. Donc au final, non, pas vraiment de préparation mentale pure et dure, mais j'essaie de visualiser, surtout sur des moments où tu as un petit peu plus le temps, l'haltéro, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur mes rigs muscle up qui était ma bête noire, donc visualiser, fermer les yeux, te faire les schémas, tout ça. Avec Camille, j'avais beaucoup travaillé sur un dialogue interne aussi, de te parler. Elle m'avait dit aussi, chose que je fais plus par exemple, mais je sais que je pourrais le faire, de noter avant chaque compétition, d'avoir un petit calepin de notes, un petit peu de pourquoi tu le fais, de te remémorer en fait le pourquoi tu es là, qu'est-ce que ça t'apporterait de réussir, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai des outils, des fois je les mets pas en place pas forcément par flemme, mais parce que j'y pense pas, ou parce que, voilà, par flemme aussi. Mais ouais, ça va plus être là comme ça, c'est plus dialogue interne, ce que je me dis de moi à moi-même en WOD, visualisation, et voilà. Ok, ce qui est déjà pas mal. Oui. Mais je pense que quand même la plupart à ce niveau-là, on le fait. Ouais, je pense aussi. Après, ça reste important, mais c'est vrai que on en parlait justement avec Lucien, où on disait en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, ils ont tous des coachs perso, ils ont tous une prog perso, etc. Des suivis de kiné ou d'ostéo, mais en fait, tu as peu d'athlètes, ou en tout cas, ils ne le communiquent pas beaucoup, qui ont un préparateur mental. Oui. Et en fait, c'est vrai que ils vont peut-être passer énormément de temps à peaufiner leur physique, à essayer de gratter le moindre pourcentage par-ci par-là, alors qu'il y a peut-être un potentiel énorme à avoir. Même si, forcément, quand tu arrives à du haut niveau, c'est que tu es résilient, que de base tu as un bon mental, que tu arrives à avoir les bons switches et tout. Mais tu as forcément à gagner, tu as forcément à progresser, et c'est surtout cette capacité à pouvoir reproduire les bons schémas en permanence et à rester dans ton niveau de performance, enfin à savoir en tout cas appuyer sur un bouton on-off, de dire ok là il faut que je sois performant et je sais ce que je dois mettre en place pour que ce soit le cas, tu vois. Et c'est vrai que là-dessus la préparation mentale, bon en même temps je suis pas hyper neutre dans mon analyse, mais elle est ultra importante, et peu importe le sport d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que moi, tu vois, mon approche, alors je pense qu'on le sait tous, c'est comme la nutrition, c'est un peu ça, ce style-là, le bien manger pendant la compétition et tout. On le sait qu'il faut le faire, enfin, on le sait que c'est bien et que ça t'apporte, on en est tous convaincus. Parce qu'aujourd'hui, on se pose plus la question de savoir, je vais quand même chercher une étude, savoir si ça a vraiment des bénéfices. On n'en est plus là. On sait on voit qu'il y a des résultats, on voit qu'il y a des athlètes, même en compétition que nous on fait, voilà, sur des compétitions françaises, il y en a plein qui font de la préparation mentale. On voit qu'il y a des effets positifs. Mais c'est vrai que dans nos semaines d'entraînement, comme tu l'as dit, on est toujours à la recherche en fait du moindre truc physique, d'essayer de peaufiner. Et je pense que c'est plutôt dans un ordre de priorisation où on ne se rend pas forcément compte encore du plein potentiel de la préparation mentale, et qu'on se dit ouais mais putain, si pendant 1h30 dans la semaine on fait un visio de préparation mentale, ça veut dire que je peux pas faire ma zone 2 en bike erg, ou ça veut dire que je peux pas faire, enfin tu vois, faut que j'échange presque une séance, une séance sportive par une séance de prépa. Et du coup en fait des fois on est tellement, moi en crossfit j'ai tout le temps l'impression d'être à la bourre.
tu vois, de me dire, putain, j'ai bossé ça, c'est cool, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi. Ah putain, on est déjà samedi, j'ai pas fait Il y a mon... trop de trucs à faire. Voilà, j'arrive samedi, il me reste 4 pages de la prog à rattraper. Je suis là, merde alors. Ouais, mais je comprends tout à fait. Tu Mais vois, je suis d'accord que ouais, c'est clairement une question de priorisation et je pense même que des fois ça peut être bénéfique d'enlever une séance pour récupérer oui, plus, oui. aller travailler du coup d'autres paramètres parce que c'est aussi pendant la récupération que tu progresses. Ouais. Et des fois on a tendance à trop faire, enfin surtout en crossfit, on a un volume qui est trop important. Tu peux pas tout faire dans ta semaine, Ouais. tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que c'est frustrant parce que des fois tu te dis mais si j'ai pas fait ça cette semaine, Ouais. et tu vas pas forcément perdre en niveau, mais bon. Et oui, je pense que, mais c'est aussi un manque de visibilité et de communication, et c'est Oui. pour ça que c'est le but entre autres de ce podcast, c'est le but entre autres aussi de ce que j'essaie de partager. Et aujourd'hui, c'est quand même, ça se développe de plus en plus et on en parle de plus en plus, c'est une bonne chose. Mais ouais, je pense que le potentiel, il n'est pas perçu suffisamment et ça reste aussi peut-être trop flou pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je pense qu'en parlant, ça va permettre aux gens de se dire que finalement, une séance de préparation de mental par Bah semaine ou oui. toutes les 2 semaines, Ouais. ça peut être pertinent. Bah oui, complètement. Même titre que la natation, c'est Ouais, voilà, exactement. c'est pertinent. Mais c'est vrai, hein, et c'est vrai que même moi, des fois, je me posais la question, quand j'ai mes petites routines de visualisation, de tout ça, où je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais me dire qui... Ouais, C'est devant une barre, typiquement. oui, ouais, Devant une clairement. barre, Ouais, il y a les gens qui hurlent juste avant ouais, de faire leur lift, et moi, je me dis, ouah, bon, bah, il a perdu toute son énergie, jamais il va l'avoir. Au final, le mec, il l'a très bien. Il y a la team comme moi qui essaie de... Allez, genre, c'est bon, t'es une grande fille, tu vas la Allez, prends cette soulever, barre. voilà. Et c'est plus de la confiance, mais interne, limite, si Mm, j'ai une caméra, je suis là, ok, ça me motive encore plus, mais mm, ça me met un peu plus la pression. Et c'est grâce à cette pression qui grossit que du coup, des fois, j'arrive à faire un lift. Et à contrario, il y a plein d'endroits où, par exemple, là, les Worlds, où c'était tellement de pression que du coup, tu as envie de faire vite parce que tu es en équipe et du coup, mine de rien, ta barre, faut vite la faire. ouais, Donc, tu as la pression, tu as tout ce qui va, tu as les petits papillons dans le ventre et tout. Mais au moment de lifter ta barre, tu fais un peu de la merde parce que tu as envie de la lifter vite et que du coup, tu mets toute la puissance depuis le bas et bon, bref. ouais. Et donc, voilà, donc c'est vrai que je pense que j'ai des points d'ancrage, mais par exemple, je sais pas comment les appliquer, à quel Mm. moment, à quoi penser à quel moment, est-ce que penser à ça à tel moment, ça va être bénéfique ou pas, Ouais, clairement, ou ouais. est-ce que ça va pas me rajouter du stress en plus. Donc, ouais. Ouais, ça aide aussi à ça, tu vois, c'est comme tu disais, des fois, alors plutôt que de parler de stress, je parlerais plutôt de niveau d'activation, mais du coup, des fois, tu as des niveaux d'activation qui sont trop hauts, et il faut arriver à le redescendre un petit peu pour rester dans la performance, et en même temps, il faut pas que ce soit trop bas non plus, parce que tu vas pas non plus dans la performance, tu Oui. vois. Comme tu disais, je ne fais pas de PR en entraînement, parce que ton niveau d'activation en entraînement, il est pas assez haut, tu vois. Et en fait, la préparation mentale, entre autres, elle va t'aider à gérer ce niveau pour le mettre toujours le curseur au bon endroit, tu vois. Et, et pareil, tu vois, essayer de pas créer des biais cognitifs en pensant à des choses. Il y a des fois, en fait, en compétition, il faut que tu laisses ton corps faire. Oui. En gros, on parle souvent dans le cerveau de deux systèmes, le système 1 et le système 2. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le thème du podcast. Mais tu vois, c'est justement d'arriver à ne pas créer ces biais cognitifs et à un moment donné, laisser ton corps faire parce que tu as tellement répété des choses en entraînement que en fait, Oui. tu sais faire. Les connexions neuronales, elles sont là. Tu sais mobiliser ton système nerveux. Tu sais, voilà, c'est fait. Donc après, il faut juste se concentrer sur des choses très précises et essayer de pas trop penser à justement, tiens, il y a les Oui. autres qui passent Oui, derrière oui. ou machin, tu vois. Et, euh, et ouais, la préparation mentale, elle peut servir aussi à ça, justement. Ok, ouais. Très bien. Et du coup, tu as répondu plus ou moins à cette question déjà, mais c'était, tu vois, quelle place prend le mental dans ton quotidien d'athlète? Ouais. Mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Euh, Moi, la dernière question que j'avais, du coup, c'était est-ce que le fait d'être une bonne athlète, ça t'aide ou pas à être une bonne coach? Ah oui. Ah bah alors, grande question pour le coup, qui a été aussi beaucoup abordée. Alors pour le coup, je pense que ça m'aide. Ça m'aide dans le sens où la plupart des choses en fait, ça m'aide pour un certain public. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, moi, la plupart des gens que je coach, donc, j'ai coaché des gens de CrossFit, ça m'aide dans le sens où au final, moi, tout ce que je fais à l'entraînement, tout ce que je retrouve en compétition, c'est un peu une autre chose parce que la plupart des gens qui s'entraînent en boxe n'y seront jamais forcément confrontés. Et
n'ont pas forcément envie Ouais, d'y bien être sûr, ouais. confrontés. Mmh. Donc par contre, tout ce que je fais à l'entraînement, du coup, les sensations que j'ai, les techniques, mine de rien, qu'on met en place à l'entraînement pour être plus performant, bah, tout ça, c'est des tips qu'on redonne, en fait, et que les gens, même s'ils sont pas propices à faire de la compétition ou qu'ils ont pas l'envie de performer, bah, ils seront toujours, super contents d'apprendre, comment, se tourner rapidement après un box jump, plutôt que de toujours, rebondir de face, tac, 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 faire le Ouais. demi-tour, tu vois? Et ça, t'as pas forcément besoin d'être compétiteur non plus pour le savoir, mais c'est vrai que, bah, tu toujours des petits tips et astuces, je pense, en plus, Mmh. qu'on a nous, ne serait-ce que pour les transitions. Maintenant, avec l'expérience aussi de toutes les compétitions, quand il y a un WOD qui sort, je sais la plupart du temps comment ça va se passer. Tu as beaucoup plus d'expérience sur, comment le découper, qu'est-ce qui va se Ouais. passer, Les quel est facteurs limitants l'exercice. qu'il peut y Voilà. avoir, est-ce que c'est un WOD burpees ou un WOD Oui, rameur? exactement. C'est ça, c'est quel est l'exercice qui va prendre le plus de temps. Ouais. Tu sais à peu près, tu me dis 20 cales, je sais à peu près combien de temps ça prend. Tu me dis 10 burpees, pareil, je sais combien de temps ça prend. Et du coup, tu peux vachement l'adapter à ta population. Donc, je pense que oui, ça m'a vraiment aidée. Là, par exemple, moi, j'ai 2 athlètes que je coach sur un bon petit niveau de compétition qui se dirigent tranquillement ils ont commencé le crossfit avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, je commence un peu les compétitions RX. Donc pour ce type de personnes-là, c'est super aussi parce que bah, je peux leur donner tous les tips pour arriver Ouais, le ouais, c'est un mieux gain de temps possible. énorme. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, si moi aujourd'hui je voulais coacher du haut niveau, par exemple si je voulais clairement coacher un athlète comme moi, je pense que c'est pas que je m'en sentirais pas capable parce que j'ai juste un peu à reproduire et à adapter et au final je sais ce qu'il faut faire, mais c'est vrai que l'investissement qu'il faudrait mettre dans une Mmh. personne comme moi par rapport au temps entre guillemets que j'ai parce que moi aussi je suis une athlète et que du coup j'ai un boulot, c'est vrai que je pense que les deux choses ne sont pas forcément, c'est pas que c'est pas compatible, mais en tout cas pour moi je me vois pas le Ouais, faire, tu vois. ouais. Je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui y arrivent très bien, mais moi c'est pas quelque chose qui me aujourd'hui j'ai pas forcément l'envie de coacher des compétiteurs élites, Ouais, tu vois. OK. Et parce que j'ai pas encore assez ce truc de me dire comme on parlait de confiance en moi, de me dire que Ouais. je suis vraiment légitime à coacher, j'ai pas non plus, enfin je veux dire, il y a des athlètes qui sont meilleurs que moi, on en revient sur le titre de Ouais, champion mais du monde. est-ce que tu as besoin d'être un bon athlète pour être un bon coach? Oui, Du coup, on voilà, peut oui, inverser la question, tu vois? Et dans ce on en cas-là, revient ça à voudrait ça. dire que tous les champions olympiques sont en fait les coachs. Or, c'est pas le cas, Aussi, tu vois? c'est vrai. Un mec qui est je pense que l'entraîneur de Teddy Riner, il est, 15 fois moins bon que Teddy Riner, tu Oui, vois? Pourtant, possible. parce que ça fait pas appel aux mêmes aptitudes, tu vois? Un coach, c'est un métier aussi, Mm. on fait pas appel aux mêmes compétences et tu peux être un super athlète et être un coach en carton. Oui. Parce que ta communication elle est pas bonne, parce que tu as pas la bonne analyse, des Mhm. WOD ou autres, parce que, techniquement, peut-être que tu t'es pas intéressé, parce que tu es pas assez formé, enfin j'en sais rien. Mm. Il y a plein de raisons possibles. Déjà rien que la pédagogie, tu vois? Oui, Heu et et du coup, ouais, je pense que, mais je te comprends parce que moi aussi j'avais ce ressenti de me dire: «Bah, en fait, est-ce que je suis vraiment légitime?» et en oui. réalité, ta légitimité, tu l'as par ton expérience, par ta capacité à te remettre en question, à te former en permanence, à essayer de chercher, éplucher la littérature scientifique, machin Mm. et c'est pas forcément ton niveau de CrossFit qui Oui, oui, non, fait c'est ton sûr. niveau de coach, tu vois? C'est sûr. Mais après, il Enfin, y à mon avis, a oui, mais mais tu as raison là-dessus, parce qu'au final, ça c'est pas aujourd'hui parce que je suis championne du monde que, je fais, des coachings, beaucoup plus, enfin, je veux ouais, dire ouais, mon niveau de coaching reste le même. Les connaissances là, d'avoir participé par exemple, d'avoir gagné les championnats du monde, c'est pas que ça va rien apporter à mon coaching, mais c'est que je vais pas sortir avec, le nouveau tips pour, tu vois, mes j'ai adhérents. révolutionné moi. Voilà. Donc, c'est sûr que ça apporte voilà, un aplomb en plus, et cetera. Mais je pense aussi que par rapport aux athlètes aussi qui sont coachs, il y a tout cet aspect où moi, par exemple, quand je m'entraîne, je le fais toujours en réflexion. Comme on disait avec Mmh, la prépa mentale, je le fais toujours en comment s'est passée la séance, tout le temps des retours. Enfin, c'est un peu de l'entraînement intelligent où tu t'entraînes. J'ai toujours été passionnée par comprendre, bah, je fais ce tirage, qu'est-ce que ça active, pourquoi le faire, comment, etc. ouais, Donc c'est vrai que tu as le type de personnes qui sont athlètes, qui suivent leur programmation, qui se posent pas forcément la question de pourquoi ils font du snatch et du squat le ouais, lundi, pourquoi ils font de la piscine le jeudi, comment ça se passe, etc. Donc eux, ils suivent, ils font. Et du coup, le jour où ils ont quelqu'un à coacher, ils vont se dire bon bah ça marche pour moi, donc on va le faire sur oui, toi voilà, et on va ouais, te faire faire ça mmh, aussi. Et tu as le genre de personne comme moi qui cherche plus à comprendre et qui se dit bon bah ok, du coup aujourd'hui j'ai tout un panel de connaissances, tout un panel de rétrospectives aussi que je mmh, fais sur moi,
de si je fais cet effort, comment ça m'a impacté, du coup si je lui fais faire sachant qu'il a pas trop mon niveau, comment ça va l'impacter, ou sachant qu'il a un meilleur niveau, comment ça peut plus l'impacter. Donc je pense qu'il y a tout un aspect de réflexion aussi autour de ça, mais oui effectivement, je pense que ça m'a aidé et ça m'aide aussi dans la confiance en moi, dans le démarchage client aussi, d'être Ouais. par exemple plus sûre de moi là-dessus, mais effectivement c'est pas une fin en soi et c'est pas un critère on va dire. Et moi aujourd'hui je l'ai vu, encore une fois, quand j'ai été coachée par Camille, ça a été top parce que elle était plus athlète, elle Ouais. avait été athlète, donc elle connaissait, elle savait, et je pense que c'est par exemple pour elle, c'est de là où elle tirait sa force aussi, parce qu'elle savait exactement le cheminement, parce qu'elle y avait été, elle y avait été avec des hauts, des bas, en réfléchissant, en essayant de comprendre. Et aujourd'hui, elle s'est arrêtée, elle est devenue coach, du coup, elle a tout son temps. Et ça aussi, Ouais, ça c'est fait la ça, différence. ouais, clairement. Elle a tout son temps, même si elle fait ses petits entraînements quotidiens et que ça n'empêche à rien, elle a son temps à donner aux autres, elle a son temps à faire des calls, à faire des appels, etc. Et du coup, les gens se sentent encadrés, elle a du temps, donc elle peut faire des grosses programmations et tout ça. Et ça, c'est cool. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est difficile d'atteindre un haut niveau de coaching et un haut niveau d'athlète en Ouais. même temps, parce que c'est quand même deux métiers à part entière. Et alors, tu peux avoir des conflits d'intérêts, mais tu peux. C'est surtout une histoire de temps et de priorité, quoi. Ah oui, oui. Et c'est vrai qu'arriver à ton niveau, je pense que c'est vraiment tu vois, la limite est au-dessus où tu es obligé de faire énormément de sacrifices, de dédier énormément de temps dans tes journées à ta partie athlète, ta progression d'athlète, ta récupération, ta machin. Et en fait, c'est forcément du temps en moins que tu as alloué. Ah oui, complètement. Et du coup, c'est vrai que ça doit être assez difficile de jongler entre les deux. Oui, oui. Donc félicitations pour ça quand Merci. même. Parce que c'est vrai que ça doit sûrement être assez compliqué. Ouais, c'est un bon boulot. Ouais. Voilà. J'ai deux bons boulots. Oui, deux bons boulots, c'est clair. Ok, écoute, super. Moi, je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais listées pour toi Parfait. aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais rajouter ou... Écoute, non, franchement, déjà, merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait Non, plaisir de c'est toi qui me savoir. reçois en plus. Oui, c'est vrai. Donc, On est merci sur à mon toi. canapé. Voilà. C'est vrai. Donc, non, franchement, c'est cool. Et puis, c'est vrai que pour le petit mot de la fin, on comprend aussi pourquoi tu fais ça et le but comment dire, de faire s'intéresser un petit peu les gens à ce côté préparation mentale, de voir au final que dans chaque personne que tu interviews, mine de rien, on y revient toujours et il y a toujours un aspect qui est lié à ça, que moi, ça peut m'aider encore plus dans ma vie d'athlète, ça peut aider aussi encore plus dans sa vie de coach ou dans n'importe quelle personne qui a un objectif, parce que on en connaît plein des coachs qui sont timides, qui sont pas à l'aise, ou au contraire qui ont des égos surdimensionnés et qui font fuir toute la clientèle. Donc c'est vrai que ne serait-ce que pour gérer en fait tous ces aspects de ta personnalité, tu vois, ça peut être un gros plus. Donc je pense que le coach est à prendre pour l'année. Merci bien. Écoute, parfait, merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors là, si tout se passe bien, alors j'ai eu des petites blessures, on va voir ce que me dit Nico cet après-midi. J'ai eu une petite compression des nerfs ulnaires. Des deux côtés là, qui me suis arrivé, je pense, un petit peu trop de suspension de grippe, tout ça. Donc bon, on va voir, voilà, un peu trop de volume, mais je le sentais, c'est aussi nerveusement, c'est pour ça que là j'avais besoin de couper. Ouais. Et puis après, il y aura les qualifs des French qui vont s'enchaîner, les qualifs, les Open, tout ça. Donc là, il y aura une grosse période de qualification assez dense de fin janvier jusqu'à début fin mars à peu près. Et du coup, c'est ça qui va décider un petit peu de la saison, quoi. Ok, trop bien. Et si des gens sont intéressés pour bosser avec toi, pour te faire coacher, comment ils te contactent Ouais, alors j'ai mon Insta classique, donc Insta d'athlète Laura500. Ouais. J'ai un deuxième Insta que, comme Sylvia, je suis en train de lancer, donc c'est pas facile de faire les 3 exercices pour t'aider à perdre du poids, c'est pas facile. Mais c'est un petit Insta, pareil, pour essayer aussi d'attirer du monde, de donner des tips, d'intéresser les publics. Moi, je fais plus aussi un coaching un petit peu plus féminin de temps en temps, donc j'aime bien promouvoir ça aussi. Donc j'ai un deuxième Insta, Coaching Laura, mon entreprise. Ok. Et sinon, moi, je suis maintenant, du coup, j'arrête de bosser à Basic Fit à Bayonne. Je faisais mes coachings là-bas. Et là, pour la rentrée de janvier, je m'installe à Simple Fitness à Tarnos. Ok. Pour y faire les coachings perso. C'est une salle un peu plus petite et comme ça me permet de réduire aussi. Basic Fit, c'était vraiment une grosse usine. Là, j'ai un petit peu moins de coaching. C'est un petit peu plus
tranquille, j'essaie de développer le en ligne aussi, donc Ouais. des programmations en ligne, je suis des athlètes de CrossFit, voilà, sur des niveaux débutants, Ouais. je veux commencer le CrossFit et pour le coup, je pense que le coaching perso, c'est la meilleure méthode pour commencer parce que ça évite de faire Des trop erreurs. d'un coup. C'est un gros raccourci parce que mine de rien, du coup, tu vas être coaché en perso, donc tu vas évoluer beaucoup plus vite. Bien sûr. Tu vas avoir des séances adaptées, donc c'est vrai que c'est cool pour commencer. Et moi, je le vois aujourd'hui avec mes 4 élèves qui font ça. D'une base de 0, en 6 mois, ils ont pu. Ouais. Je leur ai dit, OK, maintenant, en 6 mois, vous savez tout faire. Vous savez tout faire, vous savez faire Ouais. des muscle-up, donc vous clairement. pouvez aller dans une salle et vous éclater. Nathan, par exemple, Voilà, exactement. bon exemple. Et aujourd'hui, il s'éclate à faire bah des ouais. cours avec tout le monde et à commencer à faire de la compétition. Ouais. Et ça n'a pris que 6 mois. Bon, certes, lui, il était sportif, mais Nadège, par exemple, qui était sportive, mais qui n'avait jamais fait une traction de sa vie, qui aujourd'hui passe les muscle-up, passe les ring muscle-up aujourd'hui. Elle les a même eu plus tôt que moi, clairement plus tôt que moi. Donc voilà, Propre. donc coaching en ligne, coaching vers Bayonne, Tarnos, et puis voilà. Ok, trop bien. Du coup, si on veut un coaching, on t'écrit sur Insta, par Ouais, exemple. sur Insta, et sur voilà. mes deux Insta, Laura V500 ou coaching Ben voilà, Laura. parfait. Je vous répondrai avec plaisir. Vous avez toutes les infos, normalement, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et bah parfait, bah écoute, merci beaucoup. Et puis bon courage pour la saison Yes. 2026, pourvu qu'elle soit aussi pas dense, Non. mais autant de réussite que dans, Voilà. que dans 2025. Exactement. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, Sylvain. Ciao. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, prends 10 secondes pour t'abonner au podcast et laisser une note ou un commentaire, et pourquoi pas le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui permet à Anatomie de la Performance de grandir et de te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Tu peux aussi retrouver MNP Performance sur Instagram pour prolonger les échanges et découvrir du contenu en avant-première. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver un rendez-vous diagnostic gratuit avec moi via Instagram ou directement sur mon site pour qu'on analyse ensemble tes besoins et tes objectifs. Merci pour ton écoute, continue de t'entraîner intelligemment et rappelle-toi, la performance se construit bien avant le jour J.